Bienvenue dans Next Épisode, votre nouveau rendez-vous consacré aux séries télé, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. Ici, on débriefera souvent, on analysera éventuellement, on s'écharpera évidemment, mais tout ceci dans le respect du produit. Aujourd'hui, on passe en revue les aventures d'une ex étiquetée zinzin. L'est-elle vraiment ? Alors que la saison 3 de Crazy Ex-Girlfriend touche à sa fin aux États-Unis, retour sur une série dont les 2 premières saisons sont dispo sur Netflix. Et surtout, dont mes 2 débatteuses du jour m'ont dit : ouvrez les guillemets, faut absolument en parler. Alors je suis disciplinée, j'écoute donc et exauce. Marie Turcan, bonjour. Bonjour. Et Anaïs Bordage, bonjour. Salut. Avant de parler des aventures et mésaventures de Rebecca Bunch, l'info du jour. Bienvenue dans le milieu de la haute finance européenne. C'est dans ce monde chatoyant et fort accueillant que la série Bad Banks vous accueillera. Be hungry, be aggressive, be ambitious, guys. Work with your heart. Der gekauft. 20%. My new colleague's gonna want some information from you. Hold it back, please. J'ai essayé de prendre un extrait où ça parlait vaguement anglais, parce que ça parle quand même beaucoup allemand. Et j'avoue que mon niveau est assez faible, vous m'excuserez. Pourtant, je pensais que tous nos auditeurs étaient bilingues. Bah, sûrement, mais alors moi pas du tout. Hein. La série diffusée le 1er et le 2 mars sur Arte suivra l'itinéraire d'une jeune banquière arriviste plongée dans les eaux troubles de l'industrie financière, où tous les coups sont permis. Et cette jeune banquière, c'est Paula Beer, vue dans le France de François Ozon, pure spéculation. Allez-vous regarder ? Oui ou non ? Marie ? Jamais de la vie. Ouais. Voilà, ça c'est fait. Alors, moi je vais regarder. Ouais, le peu que j'en ai vu, ça a l'air d'être un peu comme comment ça s'appelle, The Girlfriend Experience, en termes d'ambiance un peu dark, un peu très froide, avec une meuf arriviste qui veut se creuser un peu un trou dans un monde très masculin, etc. Donc rien que pour ça, je pense que je regarderai au moins le pilote pour voir ce que ça donne. Et aussi parce qu'elle est quand même assez cool, cette actrice. Très très bonne comédienne, cette jeune femme. Alors de la banque au cabinet d'avocats dont on démissionne, il n'y a qu'un pas que nous franchissons allègrement le temps d'une bande-annonce. Josh Chan? Have you ever loved someone so much it hurts? You checked his Facebook 63 times today. Have you ever wished for more out of life? This is so weird. Have you ever quit your dream job and moved clear across the country to chase a guy who dumped you in high school while occasionally breaking into random songs? If he asked for a date, I would totally be like, that sounds great. Yep, we've all been there. So weird, right? Oui, c'est un vrai retour aux sources de la série, mais ça donnait un bon aperçu. Rebecca Bunch est avocate, elle travaille trop, elle plante tout avec cependant un objectif, reconquérir son amour de jeunesse et éventuellement prendre un nouveau départ. J'oubliais, il y a aussi de la chanson, comme vous avez pu l'entendre dans la bande-annonce. C'est ça, le plan et le point de départ de Crazy Ex-Girlfriend. Est-elle vraiment folle et surtout, pourquoi cet engouement ? Expliquez-moi. Ah là là, cette série est tellement Anaïs, bien. c'est toi qui étais la première à dire il faut parler de cette série. Ouais, mais en fait, c'est vrai que le titre donne pas du tout envie. Je connais plein de gens qui m'ont dit non mais Crazy Ex-Girlfriend, enfin désolé, j'ai pas envie de voir ça. Et en fait, on se rend compte très rapidement que elle prend plein de clichés, notamment sexistes, et elle les retourne et elle les décortique et elle montre pourquoi ça devrait pas être des clichés. Et donc notamment le cliché de l'ex un peu folle, en fait, elle le pousse complètement à l'extrême puisque elle a des problèmes de santé mentale dont on ne sait pas grand-chose au début, mais on sait qu'elle prend des cachets et on sait que aller à l'autre bout du pays pour suivre un ex, et c'est pas un ex avec qui elle a passé 5 ans, hein, c'est un ex de colo de vacances qu'elle recroise par hasard dans la rue. Voilà, et elle est en dépression, enfin en tout cas elle est pas bien dans sa vie à New York et elle décide de suivre ce mec, mais en disant à chaque fois, en répétant, mais non, c'est complètement une coïncidence qu'il habite aussi dans cette ville. Moi, je voulais juste prendre un peu l'air. Et donc, en fait, ce cliché de l'ex un peu folle est utilisé pendant toute la série pour montrer que, en fait, il y a de la nuance, que c'est une fille qui effectivement souffre de problèmes mentaux, qui ne sait pas comment les régler, qui est dans le déni, qui est obsessionnelle. Et donc, tout ça, c'est raconté avec des chansons qui sont vraiment extraordinaires parce qu'elles sont souvent parodiques, elles sont très intelligentes, c'est pas juste la quoi. Et voilà, enfin c'est en fait plein de clichés sexistes qui sont complètement retournés. Il y a une chanson sur la bisexualité, il y a des chansons sur la maladie mentale, il y a plein de chansons voilà sur l'acceptation de soi. Enfin c'est génial. Je pense qu'elle pourrait faire une chanson qui s'appelle La 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 et on rirait pareil. Oui, elle arriverait à le tourner d'une telle manière, elle a une telle connaissance de Broadway, des clips, de l'univers musical.
tu as tous les univers musicaux. Tu as du hip-hop à la chanson française où elle prend un accent outrancièrement français. Elle passe de tout à l'autre. De la comédie musicale. Et moi, pour tout vous dire, quand j'ai regardé le pilote, j'ai détesté. Je trouvais ça affreux. J'ai trouvé ça l'esthétique tellement... est très étrange. Oh là là. En fait, tout a l'air en carton-pâte. T'as l'impression que c'est du Disneyland. Puis même le côté cucu, machin, qui est la fille qui chante, ça m'a saoulée. J'ai regardé ça et en plus, elle est amoureuse d'un mec qui est extrêmement con, il faut le dire, mais c'est le but et c'est ça qui m'a plu par la suite. Ouais. Côté un peu quarterback de l'école. Mais oui, et en fait, quand on y songe par la suite, le nombre de femmes qui ont ce rôle-là dans les blockbusters américains, dans les films d'action, dans le nombre, tu te dis, mais pourquoi il tombe amoureux d'elle? On ne sait pas, en fait, elle n'a rien. Mais lui n'a rien non plus, sauf que là, on s'en rend compte. Parce que c'est un mec, on se dit, mais pourquoi elle tombe amoureuse de lui? Et en fait, ce n'est pas expliqué dans les autres films susmentionnés. Exactement. Donc j'ai eu du mal, j'ai arrêté pendant 3 mois, et à force d'entendre rabâcher, notamment Anaïs Bordage sur son Twitter, par exemple, je me suis dit, allez, je m'y remets, allez, je le fais. Et en fait, c'est vrai qu'il y a une espèce tu passes un cap, en fait, tu passes une marche supplémentaire où tu te rends compte de ce qu'elle a envie de dire, et aussi, c'est un peu comme quand on parle de féminisme et de post-féminisme. Il y a des féministes qui disent, t'as pas te promettre pas en mini-jupe, ça dégrade la femme, et puis il y a un autre niveau ou un autre pan du féminisme qui dit, habille-toi comme tu veux et fais ce que tu veux. Et même ça, elle s'en moque en faisant une chanson en disant just for yourself. Ça veut dire en gros mets des talons, mais just for yourself. Et puis perds-toi les oreilles, mais just for yourself. Fais-toi un tatouage dans le bas du dos, mais just for yourself. Et ça, elle réussit en 2 minutes 30 à montrer les limites d'un certain féminisme. Mais ce qu'elle a réussi le mieux à sublimer dans cette série, c'est l'avènement de la fille anti-cool. En fait, il y a toujours eu cette fille pour dire c'est cool, cette série elle est cool, la fille est badass. T'as toujours, alors Daenerys, elle est badass. Elle est pas badass quand elle est violée, ou quand elle est dans les 2 premières saisons de Game of Thrones où elle fait rien. Elle est badass quand elle commence à tuer des gens et à montrer ses muscles, à s'approprier des codes de la virilité, à s'approprier des codes qu'on donne à la gente masculine. Alors que là, on a pour une des premières fois une série qui montre que la gentillesse est une qualité et pas juste un défaut féminin, qu'on peut être pas cool, qu'on peut être quand même, qu'on peut être débilos parfois, qu'on peut juste prendre des mauvaises décisions, être méchant, et quand même être une série féministe. Et c'est ça et montrer qu'en fait une fille peut être badass sans forcément s'approprier des codes masculins. La série est assez peu cynique, je trouve. Peu cynique. Ouais. Pourtant elle elle est sarcastique. Ouais, c'est pas, il y a pas ce cynisme qu'on voit beaucoup dans les séries actuelles, avec cette espèce de double regard sur tout. En fait, elle incarne quelque chose d'assez double, mais en même temps, elle est sur. C'est vrai que c'est très rare d'avoir un personnage qui porte tant d'optimisme en elle et qui un peu répand le bonheur. Mais c'est parce que c'est pas cool en vrai. C'est parce que regarde les séries de Love de Netflix ou tous ces personnages qui se traînent en fait parce que la dépression c'est cool. De plus en plus, c'est montré comme en fait pour les personnages soient intéressants, il faut qu'ils soient un peu mal, il faut qu'ils reconsidèrent tout, alors que là en fait on est assez grand nous-mêmes en tant que spectateurs pour voir cette personne, savoir ce personnage et se dire ouais elle va pas bien, mais nous on peut le dire sans qu'il y ait besoin que la série nous le montre. Et le chemin est assez long. Normalement la saison 1 ne le montre pas beaucoup, c'est ce que tu disais, mais la saison 3 mais exactement le nez dedans quoi. Ouais, non, la saison 3 est vraiment incroyable, et en fait plus la série avance, plus on se rend compte justement des problèmes qu'elle a, qui sont beaucoup plus lourds que ce qu'on pensait. On en apprend plus sur son passé, sur ses traumatismes, et en fait ça devient un personnage vraiment complexe et nuancé, où justement tu disais Daenerys, d'abord elle se fait violer et puis après elle prend sa revanche et elle tue les hommes. Là c'est beaucoup plus nuancé et peut-être beaucoup moins glamour que ça, mais c'est beaucoup plus réel en fait quoi. Et ça j'ai l'impression de jamais l'avoir vu dans des séries de la manière dont on voit Rebecca dans cette série. Enfin, c'est une meuf qui mène une vie moyenne, qui est une meuf qui est jolie, qui est mignonne, mais qui a un corps qu'on voit pas souvent dans les séries, qui a un corps moyen, qui a des amis moyens, et en fait c'est un peu une ode aux moyens quoi. Et tout est sublimé, alors que c'est un cabinet d'avocats avec des gens. Elle, c'est une avocate de New York qui est un peu une hotshot, et elle arrive dans ce truc où tout est un peu médiocre, mais en fait c'est génial quoi, et ça lui correspond, et ça franchement je l'ai jamais vu ailleurs quoi. Là, parce qu'on pouvait se dire, vu le postulat de départ, sur le papier ça a tout de la série qui va durer 1-2 saisons.
Et en fait, il y en aura 4 extrêmement enthousiaste, y compris sur la 3e, qui a l'air de prendre un tour. Alors je sais pas, moi j'ai pas vu la 3e, mais c'est un peu plus sombre. Ouais, c'est ça, c'est un peu plus sombre parce qu'ils décident vraiment de mettre sur le devant de la scène les problèmes de santé mentale de Rebecca, et notamment un épisode où elle se fait diagnostiquer et elle comprend qu'elle a mal été diagnostiquée toute sa vie et que son mal-être vient aussi de ça. Donc ouais, c'est vraiment, les questions sont abordées de manière beaucoup plus frontale, mais en fait, il me semble qu'ils avaient décidé dès le départ de faire 4 saisons et de montrer en fait 4 étapes dans ce processus-là. Et donc, on peut penser que la 4e saison sera la guérison en fait, quoi. C'est-à-dire que là, elle expose vraiment, elle touche le fond dans la saison 3. Et donc, après, on ne peut que après, il faut que les audiences suivent. Crazy Ex-Girlfriend est diffusée sur la CW, qui est une chaîne américaine un peu pour ados à la base. Elle s'est fait refouler de partout, de toutes les autres chaînes. Ouais. Et elle fait des audiences catastrophiques. Enfin, elle fait du 1 million. Là, elle fait du 600 000 pour la saison 2, c'est-à-dire que c'est, pour donner une ordre de grandeur, Grey's Anatomy à ses débuts faisait 17 millions. Aujourd'hui, ils sont encore à 9 millions après 14 saisons. Donc, c'est vraiment une série qui est très peu vue. Ceci dit, Girls était une série très peu vue sur HBO, dont on a beaucoup parlé. Donc, parce que ça fait partie de ces séries prestige un peu où c'est bien de garder parce que ça donne envie d'être regardé, et en même temps, c'est un peu comme The Good Place. Ça reste une série qui est sur qui a l'air légère. Donc, c'est vrai qu'au départ, on peut se demander. Je pense, on peut se demander pour qui la regarde, mais je pense que les personnes qui la regardent sont quand même majoritairement des femmes, et qui sont passées outre le côté qui peut être très rebutant à la base de voir ces couleurs fluo et cette femme qui chante. Moi, c'est vraiment le moment dans le pilote où je crois que c'est dans le pilote où je suis tombée amoureuse de cette série, où comme toi, j'étais réticente, et en fait, il y a cette chanson où elle décide de se préparer pour un date. Et en fait, on voit toutes les étapes atroces de la préparation pour un date d'une femme, où elle s'épile le cul, elle s'épile la moustache, elle se brûle avec son fer à friser, voilà, exactement. Avec la même bande. Il y en a partout, c'est un massacre, on dirait une scène de meurtre, et en fait il y a un rappeur qui arrive, avec un rap typiquement misogyne, quoi, genre monte sur ma bite, machin, et en fait il voit ce qu'il y a dans sa salle de bain et il dit non mais attends, mais le patriarcat c'est vraiment horrible, mais tu dois vraiment faire ça à chaque fois que tu vas à un rendez-vous. Ah non mais attends, je vais appeler toutes mes bitches et puis je vais m'excuser et leur dire de poursuivre leurs études au lieu de venir dans mes clips parce que c'est horrible. Et en fait, ce moment-là, je me suis dit ok, je sais pas ce que je suis en train de regarder, mais c'est vraiment cool, quoi, parce que ça on le voit pas souvent. Ah non, on le voit même jamais, hein. Ouais, on peut le dire comme ça. Petite question sur la saison 3, on rit quand même? Oui, beaucoup. Moi je trouve pas. J'allais dire qu'il y a quelque chose de très rare qui se passe dans cette série, c'est qu'elle change quand même vachement de registre. On arrive dans on passe dans la saison 1 où on rigole, à la saison 2 où on est un peu mitigé, mais il y a quand même pas mal de rire. Dans la saison 3, en fait, c'est rare. C'est Rachel Bloom, elle a créé son personnage. T'as envie c'est comme quand tu crées ton Sims, tu vois, tu l'as fait hyper bonasse, la meuf. Et ben elle a décidé de la faire hyper laide. Elle a décidé de montrer, de détruire son personnage devant nous, quoi. Et ça, elle est affreuse, vraiment. Enfin, elle est détestable. Elle envoie chez tous ses amis. Elle est horrible. Tu sens qu'elle fait tous les mauvais choix. Et franchement, c'est difficile de rester avec elle et de la regarder sombrer. La seule série à laquelle je pense qui a opéré ce changement, c'est You're the Worst, qui est une comédie dramatique de FX, où la femme, au bout de la deuxième saison, tombe en dépression. Et donc, on passe d'une série qui était feel good avec 2 personnes qui arrivent à s'aimer alors qu'ils aiment pas trop l'amour, en fait, elle est en burn-out total. Et qu'est-ce que tu fais quand t'es en relation avec quelqu'un qui est en burn-out total et qui ne fait plus rien? Et c'est vraiment lourd, c'est vraiment dur. Et je trouve que c'est beaucoup compter sur son public et sur la foi de son public, que de changer tout ce pourquoi les gens regardent la série. C'est comme si Game of Thrones faisait soudain commencer à faire d'une sitcom où t'as Jon Snow qui arrive et qui fait hey, en chantant. C'est un épisode spécial. Je peux regarder, hein. Mais ceci étant, et sauf erreur de ma part, il me semble que Orange is the New Black dans les premières années était nommé dans les catégories et que ça a switché après. Comédie, ouais. Pardon, qu'est-ce que catégorie. Ouais, voilà, dans les catégories de catégories drôle. Exactement. Et après dans les catégories drame. Exactement, mais ça c'est aussi un problème de format et aujourd'hui on a très peu de séries comiques
qui sont vraiment comiques. Enfin, en tout cas, dans les comédies. On a des Louis, des You're the Worst, machin, qui sont vraiment plus très drôles. Mais du coup, à la fois, on a l'avènement aussi de ces nouvelles séries feel-good comiques, comme Crazy Ex-Girlfriend était, mais où t'as, je sais pas, mais qui ont de la profondeur, quoi. The Good Place, c'est ça. Ouais. T'as toujours en fond un peu de trucs cyniques qui rend au final la comédie plus belle. Ouais. Mais alors du coup, Marie, en riant moins, cette saison 3 reste aussi enthousiasmante que les 2 premières ou... Moi, elle m'enthousiasme parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Les chansons sont toujours bien, mais en fait, je la regarde avec vraiment beaucoup de fascination au sens littéral, c'est-à-dire attraction-répulsion, où je me dis, franchement, je sais pas où tu vas, et je comprends, je vois ça plus globalement comme une œuvre très intéressante d'un projet d'une femme qui est vraiment très douée, mais qui a des idées complètement tarées. Mais parce que je veux pas dire qu'elle est folle, parce que c'est quand même un mot clinique. Mais voilà, il y a une envie de regarder, et j'espère qu'il y aura une saison 4. Ouais, j'espère aussi, ouais. Alors, juste une petite aparté, mais pas vraiment, j'ai entendu Anaïs Bordage dire cette phrase, la musique de la saison 3 est pas encore sur Spotify. Non, c'était pas toi, c'était Marie. C'est moi, oui. Parce que vous téléchargez en plus les BO pour écouter bien sûr. Ça fait je les partie chante du à tue-tête toute la journée au bureau, mes collègues n'en peuvent plus. Voilà, c'était ça. Ouais. Toi, tu chantes et elle télécharge. Ouais, voilà. Ce qui est incroyable sur Spotify, c'est qu'il y a aussi, t'as non seulement les chansons, mais t'as aussi les commentaires. Ouais, les commentaires. Donc t'as la chanson et aussi le moment où Rachel Bloom a présenté la chanson aux gens, donc tu l'entends chanter et faire en a cappella et tout. T'entends la réflexion derrière et tu comprends mieux. La chanson, elle a vraiment un rôle d'accompagnement dans Crazy Ex-Girlfriend. C'est que tu peux penser que c'est ce que tu disais dans le pilote. Tu peux penser que c'est un peu simple comme série, mais ensuite t'as cette chanson qui est extrêmement précise avec des petites phrases qui vont te soulever le tout en disant ah mais en fait elle te dit des trucs. Enfin, elle te retourne. Il suffit d'une phrase et ça arrive souvent de voir les chansons et de se dire pendant le premier couplet. Bon là, je sais pas s'ils vont encore réussir parce qu'ils font quand même 2 chansons minimum par épisode. Un épisode beaucoup, par semaine, donc ça fait beaucoup de chansons. Et en fait, à chaque fois, il suffit d'une phrase, du refrain pour que tu comprennes où ils veulent en venir avec cette chanson et que tu te dises putain, mais c'est brillant quoi. C'est vraiment brillant. Et il y en a forcément qui sont un peu plus ratés parce que on peut pas faire 40 chansons par saison et arriver à toutes les réussir. Mais il y en a tellement qui sont géniales. Et là, sur Spotify, il y a Let's Generalize About Men qui est la meilleure de la saison 3, qui est donc généralisons sur les hommes. Qui est exactement un enchaînement de généralisation sur les hommes en disant bon bah voilà, c'est un rituel qu'on aime bien faire, il y a un peu de vrai, il y a un peu de faux, mais bon c'est juste un truc qu'on a besoin de faire de temps en temps pour décompresser entre meufs. Et la dernière phrase de la chanson, c'est tes fils vont être des violeurs, sur un ton vachement enjoué parce que tous les hommes sont des violeurs. Et donc voilà, sauf qu'il y en a une dans le groupe qui a un fils, et donc elle est là ah cool, mes fils vont être des violeurs. Et c'est vraiment genre à la fois super dark, à la fois super marrant, super inattendu. Enfin, c'est génial. Et puis tu peux te l'envoyer. Moi, ma préférée, c'est Research Me Obsessively. Et c'est le truc que tu fais quand tu vois que ton ex sort avec quelqu'un de nouveau et tu commences à créer un faux compte Instagram pour t'abonner au compte Instagram de la personne. Et ensuite, tu vas sur Facebook et ensuite chanson tu vas de stalker. Voilà, la belle chanson de stalker. Et ça, tu peux évidemment l'envoyer à 50 personnes, à tous tes potes quand on peut plus. Au bout de 5 heures de stalk. C'est génial. Un mot quand même de la créatrice de la série, qui a un profil très particulier quand même dans l'univers de la série, cette Rachel Bloom. Bah, elle était à la base, en fait, elle faisait déjà des vidéos de chansons un peu parodiques sur YouTube. Donc, en fait, elle a juste poursuivi cette passion-là dans sa série. C'est une humoriste à la base, enfin une comédienne, voilà, qui faisait beaucoup de parodies, des parodies assez intellectuelles, on va dire, et qui parlait déjà de santé mentale. Il y a une chanson qu'elle avait fait sur les TOC, qui est vraiment incroyable, je vous invite à aller la voir. Et donc ouais, en fait, c'est une meuf qui a juste décidé de prendre ce concept, qui a elle-même parlé plusieurs fois des problèmes de santé mentale qu'elle avait eu. Elle n'a pas le même diagnostic que Rebecca, son héroïne, mais elle a été dépressive et donc elle connaît bien ce sentiment-là et elle voulait en parler quoi. Et en plus, bah, elle est effectivement très féministe, donc tu mélanges tout ça et ça donne Crazy Ex-Girlfriend. Et tu disais, Marie, qu'elle a galéré pour
réussir à vendre le pilote. Pitcher, ouais. Et je pense que si ça a fonctionné, c'est avant tout grâce à elle, et en même temps c'est elle qui fait tout, donc c'est pas très étonnant. Mais elle est allée sur toutes les chaînes, et parce que cette série à la base, elle fait quand même vraiment chaîne du câble américain. C'est un format tellement bizarre, tellement quand même un peu surprenant. Enfin, tu vois pas tous les jours une réducus faire épiler avec du sang qui gicle sur les murs, disons-le. Donc c'est vrai que c'est un peu avec la petite phrase As Blood. Voilà. Pendant la chanson. Donc au début, elle l'avait formaté pour être une série du câble où tu peux oser des choses. Donc peut-être qu'elle s'est un peu censurée en arrivant sur CW, mais ça correspond tellement pas à la ligne éditoriale de la CW, qui, pour le rappeler, est la chaîne de Gossip Girl ou Vampire Diaries, qui est la chaîne dédiée aux ados. Donc à la fois c'est un message très positif, parce que je trouve que c'est cool de donner ce message aux jeunes filles, que tu as le droit d'être gentille et optimiste et apporter du bonheur aux gens sans avoir besoin d'être comme un garçon pour être accepté et considéré comme cool. Ceci dit, c'est vrai qu'on ne l'attendait pas là, et qu'elle disait que c'était un peu sa dernière chance. Elle remerciait d'avoir fait confiance. Mais il faut aussi, il me semble que Jane the Virgin, c'est aussi The CW, et en fait ça s'inscrit un peu dans le même, elles ont un peu le même âge, ces deux séries, et ça s'inscrit un peu dans le même mouvement, je pense, où The CW a vraiment compris qu'il y avait un public féminin qui était intelligent et qui voulait voir des personnages féminins un peu plus complexes, un peu plus développés, plus féministes, et donc en fait si ça continue comme ça, c'est vrai qu'il y a plein de chaînes aux États-Unis, AMC c'était un peu pourri, et puis après ils ont eu Mad Men et Breaking Bad, et c'est devenu ultra prestigieux, et là The CW est peut-être en train d'opérer un changement avec ces séries-là, de devenir un peu plus conscient socialement et politiquement sur certains sujets. Et surtout ils effectuent un changement que les chaînes KB n'ont pas fait, aussi bien AMC que tu cites comme Showtime. Ce sont des séries portées par des hommes, faites par des hommes. On a ce livre très célèbre dans le milieu des séries qui s'appelle Serious Men, qui a été écrit sur l'avènement, l'âge d'or des séries, avec les Sopranos, The Wire, toutes les couilles en fait, tout plein d'hommes, c'est super. Et là, et je pense qu'on arrive vraiment dans une ère de not so serious women, et que c'est ça le nouveau drame, est porté à la fois par des femmes, mais aussi par la comédie dramatique, ou la dramédie, ou la tragédie, je ne sais plus quoi. Si je vous demande une recommandation, soit dans la droite lignée de Crazy Ex-Girlfriend, ou en tout cas qui pourrait plaire aux gens, vous savez les recos comme on fait sur Netflix, si vous avez aimé, vous aimerez. Alors c'est un peu un stretch, mais c'est une série que j'essaye de recommander dès que je peux, dès qu'on me laisse parler. C'est Buffy. Écoute, j'aurais bien aimé, mais bon, malheureusement, je vais le garder pour les 18 prochains épisodes. En fait, dans Crazy Ex-Girlfriend, il y a un personnage d'un homme bisexuel, ce qui est vraiment très 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 rare à la télé, et qui est un homme parfaitement normal, parfaitement moyen, comme on disait, qui s'appelle Daryl, et qui a une moustache, et qui est quarantenaire, et qui est divorcé, et qui comprend qu'il est bi, et qui décide d'explorer sa sexualité, et ça me fait penser à une autre série que j'aime beaucoup qui s'appelle Halt and Catch Fire, qui est peut-être moins drôle que Crazy Ex-Girlfriend. Ça chante pas. C'est plutôt une série dramatique, mais il y a aussi le personnage principal qui est un homme bisexuel. Et donc rien qu'en termes de représentation, pour moi ces deux séries, elles ont fait énormément et c'est génial. Et au-delà de ça, Halt and Catch Fire, ça pourrait plutôt être comparé à Mad Men dans le sens où c'est une série d'époque. Ça se passe dans les années 80. C'est deux hommes et deux femmes qui veulent travailler dans la tech, qui essayent d'innover, d'inventer un peu le futur Google ou le futur Gmail, etc. Et en fait, on voit un peu les aventures de ces personnages-là, dont cet homme bi, Joe Macmillan, qui est vraiment un personnage cool. Oh, je crois que t'as nous recommandé un tag porno. Ça peut venir. Pas tout de suite. J'avais sorti mes notes. On en est encore au début de l'émission. Okay, ça plutôt vers la fin de l'année. Alors si on reste dans les femmes fortes, moi j'ai adoré la saison 4 de Broad City qui vient de se finir, je crois, ou qui est encore en cours. En tout cas, c'est vraiment une série à suivre niveau positivité et femmes qui font rire et qui sont dans quelque chose de très simple d'apparence, et en fait finalement qui arrive à apporter des messages assez complexes et des moments d'incursion poétique absolument absurdes et fabuleux. Donc c'est un bon mélange de tout ça. C'est une folie douce pour le coup, mais c'est quand même une folie sympathique. Donc je trouve que c'est, et pour le coup, quand même très contemporain.
Alors, sans vouloir exclure qui que ce soit, c'est vrai qu'on était quand même pas mal entre filles, signalons-le. Merci sympa. beaucoup, Marie Turcan. Merci beaucoup, Anaïs Bordage. Merci Next à toi. épisode, c'est terminé et on se retrouve la semaine prochaine, même heure.